Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur un événement qui s'est produit cette semaine et qui concerne évidemment la géopolitique de l'Asie et qui est intéressant parce qu'il révèle l'état de fracturation de notre paysage géopolitique et particulièrement de ce paysage géopolitique asiatique qui donc constitue le cœur de ces émissions. Donc l'événement dont on va parler, que nous allons analyser, c'est la visite du Premier ministre indien Narendra Modi qui a été réélu il y a peu pour la troisième fois, pour son troisième mandat. Alors sa réélection à Narendra Modi, c'est une réaction qui était moins forte que ce qu'on pouvait penser, puisque le parti de l'opposition, donc le Congrès, donc le parti des héritiers de la famille Gandhi et Nehru, donc ce parti-là, le parti du Congrès, a en fait remporté un plus grand nombre de sièges que dans les mandatures précédentes, mais Narendra Modi a quand même été réélu, a quand même eu le plus de voix, et on sait qu'en fait il y a toute une opposition en Inde entre en fait donc Modi qui représente donc la politique indienne attachée à ses propres sources culturelles et le parti du Congrès donc de l'opposition qui défend en fait une version beaucoup plus sécularisée, laïque et multiconfessionnelle de l'Inde. Alors ensuite, au niveau de ces élections indiennes elles-mêmes, on sait que ce sont des élections qui s'étalent sur plusieurs semaines, qui mettent en jeu des millions d'électeurs, puisque l'Inde compte 1,3 milliard d'habitants, donc une élection massive, donc qui demande évidemment des centaines de millions d'électeurs à être captés, à être attirés et à compter les voix, etc. Mais il y a eu en fait différentes manières en fait de voir ces élections au niveau interne en Inde. Ce qui a refait surface, et surtout le fait que le parti du Congrès a eu un très bon résultat, mais aussi parce qu'il a fait des promesses électorales extrêmement fortes, notamment en termes de dons post-élection. Mais du point de vue, on va dire, international, ce qu'on a retenu surtout, c'est que justement l'Inde voulait encore Modi, mais ne voulait pas lui donner les pleins pouvoirs. Okay. Donc Modi, il a évidemment, en tant que Premier ministre, c'est lui qui dirige le pays et qui surtout dirige les relations internationales. Et la visite de Narendra Modi en Russie fait partie évidemment de cette spécificité, on va dire, géopolitique de l'Inde, puisque là, on est évidemment sur quelque chose de très particulier, puisque généralement, les amis de mes ennemis sont aussi mes ennemis, mais là, l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie n'empêche pas la Russie et l'Inde de se rencontrer, alors même que l'Inde et la Chine sont dans une situation de friction et à différents niveaux, que ce soit, on l'a déjà évoqué, que ce soit au niveau économique, au niveau géopolitique, au niveau territorial. On sait que la Chine conteste le fait que le Cachemire, une partie du Cachemire soit indien et non pas pakistanais. Donc la Chine pousse et avantage les revendications pakistanaises sur le Cachemire. La Chine elle-même réclame un certain nombre de territoires qui se trouvent sur les hauts plateaux himalayens, alors même qu'il faut se rappeler que c'est en fait l'Inde, Nehru, qui a fait en fait cette concession de la plupart des territoires qui étaient avant indiens sur le plateau tibétain à la Chine de façon un peu gratuite. Et c'est aussi évidemment une chose qui est très critiquée en Inde. En fait, on n'a pas trop la conscience de combien en fait ceux qui en Occident sont les grandes figures de la politique indienne, Gandhi et Nehru, sont en fait extrêmement critiqués par tout ce parti et ces gens qui gouvernent et qui sont autour de Modi et qui élisent Modi. Donc la Chine, et ensuite débat aussi, friction aussi économique. L'Inde a empêché depuis maintenant
2 ou 3 ans des applis chinoises, elle les a interdits. Il y a environ des centaines et des centaines d'applications chinoises qui sont pas disponibles en Inde, dont TikTok, qui est le plus connu, mais il y en a encore des centaines et des centaines d'autres qui ont été supprimés, dont l'accès en Inde est impossible, de façon évidemment, comme pour la Chine, de façon à privilégier l'essor des propres applications indiennes, évidemment, puisque c'est aussi ce que la Chine a fait, puisque la Chine, quand elle interdit Facebook, Google, etc., c'est une manière, c'est pas que simplement du point de vue de la liberté, c'est aussi de manière aussi économiquement de donner un avantage à ses propres entreprises. Donc, quand Narendra Modi se rend en Russie et qui prend Vladimir Poutine dans les bras, c'est évidemment une image très forte parce que elle survient aussi à un moment très précis, c'est au moment où l'OTAN se réunit, c'est aussi le moment où la Russie décide d'envoyer des bombes sur le territoire ukrainien et notamment sur un hôpital pour enfants en faisant plusieurs morts, dont des enfants, une cible civile absolument illégitime, absolument illégale, en droit de la guerre. Et ça intervient au moment même où il y a la réunion de l'OTAN, au moment même où Zelensky se trouve dans cette réunion de l'OTAN, et juste au moment aussi où Modi est sur place avec Vladimir Poutine. Et donc, malgré l'amitié sans limite entre la Chine et la Russie, l'Inde tient à son partenariat avec la Russie. On sait pourquoi. On sait que grâce finalement à la guerre avec l'Ukraine, contre l'Ukraine, la Russie en fait brade certaines de ses matières premières. Et évidemment, les géants démographiques comme la Chine et l'Inde ont besoin de ces ressources énergétiques, surtout que la Russie évidemment les vend moins cher. C'est quelque chose qui est important aussi parce que cette connexion directe est nécessaire d'une certaine manière pour ces pays-là, parce que les échanges entre la Russie et l'Inde ou entre la Russie et la Chine doivent se faire en renminbi ou en roupies pour ne pas être sous le coup des sanctions internationales, ce qui serait le cas si on utilisait les dollars. Donc cette visite de Narendra Modi est évidemment extrêmement paradoxale. Alors on comprend pourquoi, parce qu'on sait que la Russie était du côté de l'Inde au moment de la guerre entre le Pakistan, entre l'Inde et le Pakistan, alors que les États-Unis étaient plutôt du côté du Pakistan. Et ça, c'est quelque chose qui est, même si c'est quelque chose qui remonte à 70 ans, ça reste très présent dans la psyché géopolitique indienne. Et évidemment, la difficulté, le problème pour ça, c'est que on sait que donc Vladimir Poutine est sous le coup d'une condamnation mandat d'arrêt international pour l'invasion de l'Ukraine, pour les multiples crimes contre l'humanité de l'armée russe. Donc on a cité un juste récemment, ce bombardement de cet hôpital, et c'est des choses qui arrivent tous les jours, les bombardements des bâtiments civils. Même si le focus en ce moment c'est plutôt les attaques israéliennes sur la bande de Gaza, l'armée russe fait de même avec l'Ukraine depuis 2 ans maintenant, sans malgré tout sans que l'Ukraine ait ce soutien international, on va dire, de la jeunesse mondiale. Donc ça c'est un autre sujet. Et donc évidemment pour les alliés, donc pour ceux qui soutiennent l'Ukraine, au premier lieu les États-Unis, évidemment la visite de Modi en Russie est évidemment de nature à compliquer un peu cette alliance. Évidemment, les États-Unis savent que évidemment l'Inde est complètement indépendante. Il ne s'agit pas de revenir sur cette indépendance nationale, géopolitique, internationale de l'Inde, mais en tant qu'alliés, évidemment, il est évident que les États-Unis peuvent attendre un peu plus que l'Inde, puisqu'il n'a pas été question de la guerre d'Ukraine, il n'y a eu qu'une condamnation verbale de ça. Juste, Narendra Modi a dit qu'il était pour la paix, mais Poutine peut dire aussi qu'il est pour la paix, et que s'il fait la guerre, c'est simplement parce qu'il est obligé de le faire à cause de l'OTAN ou des Ukrainiens. Chacun peut dire qu'il est pour la paix, et que s'il y a la guerre, c'est la faute de l'autre. Donc dire qu'on est pour la paix, c'est vraiment quelque chose qui, ça mange pas de pain. C'est vraiment complètement
un discours creux, donc en disant qu'il s'est peut-être il pensait que ce serait dédouané en disant qu'il pensait que la guerre était inutile, que le meurtre des enfants était toujours une peine, un traumatisme, mais en réalité, il va en Russie pour parler des affaires, de liens économiques, de liens aussi sans doute peut-être militaires, même si ça c'est justement un point sur lequel Modi est en train plutôt de passer du côté des États-Unis, à cause notamment des sanctions, mais évidemment, c'est quelque chose qui est problématique pour les Alliés, problématique pour l'Indo-Pacifique. Et le Global Times, évidemment, était très content de cette visite de Narendra Modi en Russie, en disant que en fait l'Inde devrait se rapprocher aussi de la Chine et oublier ses conflits. En oubliant, évidemment, la Chine oublie par là que c'est elle, surtout, qui maintient la pression, notamment sur le plateau himalayen. Donc, est-ce qu'on peut le prendre comme un signe d'indépendance, un signe de pragmatisme, cette visite de Narendra Modi en Russie, certes, mais à un moment donné, dans des climats, dans un moment où le conflit deviendra beaucoup plus fort et généralisé, il faudra aussi faire un choix, et il est possible que à ce moment-là, la relation avec la Russie en continue peut-être de se dégrader, même si pour l'instant, Narendra Modi n'a pas choisi de manifester, on va dire de dégrader sa relation avec la Russie. Voilà, merci pour votre attention pour cette émission. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.